Bienvenue, chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision rwandaise. Très heureux de vous retrouver pour cette édition, la grande édition du journal en langue française. La présentation, je suis Idrissa Biti et tout de suite, voici les titres. Le président de la République, Paul Kagame, estime que la crise climatique reste une menace pour le développement du continent africain, mais que cela ne doit pas susciter le désespoir. Et puis la présidente de la Chambre des députés, l'honorable Mokabadissa Donatil, a procédé ce jeudi à Kigali à l'ouverture officielle des travaux de la 4e session plénière du Forum des parlementaires des pays d'Afrique de l'Est, œuvrant pour le développement de l'agriculture et la lutte contre la malnutrition. Et puis la Commission des affaires sociales et des droits de l'homme au Sénat s'est entretenue ce jeudi avec le ministère de l'administration locale sur ce qui fait à propos du problème des enfants inscrits au programme de 12 ans d'éducation de base et qui abandonnent le banc de l'école. Une fois de plus, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre que le président de la République, Paul Kagame, estime que la crise climatique reste une menace pour le développement du continent africain, mais que cela ne doit pas susciter du désespoir. Le chef de l'État a fait cette indication ce jeudi au Kenya à l'occasion de Kusi Ideas Festival, une plateforme créée comme cadre stratégique pour la réalisation de l'objectif de développement inclusif et durable en Afrique. Le président Kagame a expliqué que l'optimisme quant au développement du continent résulte du fait que l'Afrique est riche en ressources énergétiques renouvelables, ce qui fait que ce continent reste un pivot pour ce qui est de la recherche de solutions climatique. L'Afrique dispose d'une jeunesse assez talentueuse et préoccupée par la recherche des solutions aux défis climatiques afin de bâtir des communautés résilientes, a martelé le chef de l'État. Le président Kagame a également rappelé que l'Afrique s'est fixée pour vision de bâtir un continent résilient au développement durable tel que détaillé dans l'agenda 2063. Toujours en rapport avec l'actualité au niveau de la présidence de la République, ce jeudi à Doha au Qatar, le président Kagame a participé à la cérémonie de remise des prix d'excellence dans ce qui est de la lutte contre la corruption. Il s'agit ici d'un prix connu sous le nom de prix d'excellence anti-corruption, organisé par l'État du Qatar en collaboration avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. La cérémonie s'est déroulée en présence du guide suprême du Qatar, le Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, du directeur des Nations Unies chargé du plaidoyer contre la corruption, le docteur Ali bin Fetaïs Al-Marri et d'autres dignitaires. La dernière cérémonie de ce type a eu lieu au Rwanda en 2019 et c'était quelques temps seulement avant l'apparition de la Covid-19. Passons à autre chose à présent pour parler à corruption avec l'organisation de lutte contre la corruption et l'injustice Transparency International Rwanda. Celle-ci estime qu'il faut redoubler d'efforts dans la lutte contre la corruption car elle continue d'handicaper la qualité des services dans le pays, aussi bien dans les institutions publiques que privées. Les résultats d'une recherche menée par Transparency International Rwanda montrent que le taux de corruption est passé de 18,50% en 2019 à 29% actuellement. Cette même recherche déplore que 86% des gens qui ont donc été obligés de donner des pots de vin
pour bénéficier des services pourtant légaux n'ont pas eu le courage de dénoncer ces cas de corruption. La présidente de Transparency International Rwanda, Madame Marie Immaculée, a fait remarquer que la lutte contre la corruption se bute notamment à l'énorme difficulté de trouver des éléments tangibles devant la justice afin de porter plainte. Rendons-nous à autre chose à présent avec la présidente de la Chambre des députés, Madame l'honorable Mukabalisa Donatille, qui a procédé ce jeudi à l'ouverture officielle des travaux de la 4e session de la session plénière du Forum des parlementaires des pays d'Afrique de l'Est œuvrant pour le développement de l'agriculture et la lutte contre la malnutrition. L'honorable Mukabalisa a fait savoir que l'Afrique n'est pas un continent maudit, mais plutôt un continent doté des moyens suffisants pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. L'honorable Mukabalisa a donc invité aux participants à partager les connaissances et les expériences pour notamment faire face à cette problématique à laquelle fait face le continent africain. Rendons-nous au Sénat pour parler de la Commission des affaires sociales et des droits de l'homme au Sénat qui s'est donc entretenue avec le ministère de l'administration locale pour parler du problème des enfants inscrits dans le programme de 12 ans. Mais ces enfants, malheureusement, la plupart d'entre eux ne cessent de quitter le banc de l'école. Les détails pour ce qui est de cet élément, j'invite notre confrère Kassim Youssouf. Du ministère de l'administration locale était dirigée par la secrétaire d'État en charge des affaires sociales, Ingabire Assunta. Les sénateurs indiquent que même si beaucoup de choses ont été réalisées lors de la visite qu'ils ont effectuée dans 21 districts du pays, ils ont constaté qu'un grand nombre d'enfants abandonnent l'école, tant au primaire qu'à l'école secondaire, et ont souligné que l'éducation est un droit fondamental de l'enfant rwandais et une opportunité que le pays lui accorde, et qu'ainsi chaque enfant doit au moins être inscrit au programme de 12 ans d'éducation de base. Les membres de la commission sénatoriale des affaires sociales et des droits de l'homme, qui s'étaient repartis en 3 groupes, disent s'être entretenus avec différentes catégories de personnes, dont des directeurs d'école, des enseignants, des élèves et des parents. Leur souhait actuel est de savoir ce que le ministère de l'administration locale a entrepris et le rôle des instances de base pour que ce problème d'enfants qui abandonnent l'école soit définitivement réglé. La secrétaire d'État au ministère de l'administration locale, Ingabire Assunta, indique que beaucoup de choses ont été réalisées pour que les enfants puissent étudier, notamment la multiplication des salles de classe, la réduction du trajet pour aller à l'école et la restauration à l'école. Malgré tout cela, il a été souligné qu'un nombre d'enfants, et pas le moindre, ne s'est pas présenté à l'école et se trouve souvent encadré dans des centres de rééducation. hari ababyeyi rwose batumva inshingano zabo umuntu arabyara rimwe kabiri kanakubwira ati nkute no wa gatandatu afite nundi aho ngaho. Il y a des parents qui ne prennent pas au sérieux leurs obligations. Une personne met au monde un enfant, 2, et vous dit qu'elle est enceinte d'un 6e alors qu'il y a un autre enfant là. Il est facile de mettre au monde, mais l'éducation des enfants est difficile. Les parents ont une mentalité d'un niveau très faible et avoir grandi dans une telle situation, ça devient une tradition dans la famille. Nous trouvons que ce défi est très sérieux puisqu'une personne qui le comprend, même si elle est pauvre mais comprend ses obligations, elle peut encadrer ses enfants et les faire inscrire à l'école en se débrouillant tant bien que mal. Il y a aussi le conflit qui constitue un autre défi. Il y a des enfants qui disent ne pas connaître leur papa et voient leur mère amener d'autres hommes à la maison et on trouve que chaque enfant a son propre papa. Il y a un problème que vous connaissez très bien, celui de jeunes filles victimes de grossesse non désirée. C'est également un défi très sérieux.
Il y a des enfants que nous retirons de la rue, mais qui y reviennent ou qui cherchent où trouver des moyens de subsistance. Ce sont là qui sont encadrés à Gitagata, dans le district de Bugesera. Il arrive que la situation de l'enfant soit considérablement déplorable suite à la vie difficile qu'il a menée en s'adonnant notamment à la consommation de drogue. Il y a des parents qui disent que l'enfant appartient au pays et ne prennent pas soin de lui. Ce sont de tels enfants que nous encadrons dans les centres de rééducation où nous en avons d'âge entre 6 et 15 ans. Nous leur proposons une rééducation à l'aide de conseils et nous leur accordons un appui psychosocial. La secrétaire d'État Ingabire Assunta d'ajouter que le rôle des instances de base pour régler ce problème devrait être à hauteur de 90% car ce sont ces instances qui sont proches des parents et que là où elles fonctionnent convenablement, tout va bien. Le ministère de l'administration locale indique que le centre de rééducation de Gitagata a depuis 2019 encadré environ 1600 enfants âgés entre 6 et 15 ans, dont ceux qui avaient abandonné l'école. Ce centre héberge actuellement 138 enfants. Merci à Kassim Youssouf. On va revenir un tout petit peu sur l'élément concernant la corruption, avec notamment l'organisation de lutte contre la corruption et l'injustice Transparency International Rwanda, qui estime qu'il faut redoubler d'efforts pour ce qui est de la lutte contre la corruption, car celle-ci continue d'handicaper la qualité des services dans le pays, aussi bien dans les institutions publiques que privées. Nous sommes rejoints par Madame Marie Immaculée, qui est donc la présidente de cette organisation au Rwanda. Bonsoir, bon après-midi, Madame. Bon après-midi. Madame, voilà, les chiffres restent tout de même inquiétants lorsque on voit que le taux de corruption est passé de 18% en 2019 à 29%. C'est quand même presque 11%. Il faut dire que ça reste quand même inquiétant. Et déjà, voulez-vous bien nous expliquer qu'est-ce qui explique cette hausse de taux pour un pays comme le Rwanda qui ne cesse de fournir des efforts considérables pour lutter contre la corruption? Merci, c'est vrai, effectivement, c'est inquiétant, comme vous le dites, mais je pense qu'il faut plus que la volonté politique. Il y a une volonté politique réelle de lutter contre la corruption, du moins de promouvoir la tolérance zéro. Mais le problème, c'est que cette volonté politique ne peut pas faire changer de mentalité. Il y a un problème de mentalité, un problème d'intégrité et aussi d'éducation. Et puis, il y a aussi la période Covid-19. Pendant cette période-là, on a enregistré beaucoup de cas de corruption. Et c'est parce que, justement, c'est-à-dire que toutes les activités n'étaient plus menées normalement comme d'habitude. Et puis, les autorités aussi étaient plutôt occupées à combattre la pandémie du Covid-19. Et alors, il y a eu des dérapages. Mais sinon aussi, mis à part le Covid-19, nous observons quelque chose comme... on n'est pas tous ensemble, et je parle d'institutions et des personnes, on n'est pas tous, comment dire, on mène pas le combat ensemble. Nous n'avons pas la même sensibilité. Alors, vous comprenez, si tout le monde ne fait pas
de cette situation, son affaire, même personnelle, si je peux dire ainsi, nous n'allons pas gagner le combat rapidement. Le chemin reste encore très, très long et je pense qu'il faut fournir encore beaucoup plus d'efforts et dans toutes les institutions. On demande que les gens rapportent les cas de corruption, mais il y en a très peu qui le fassent jusque-là. Madame, vous parlez de la question d'éducation. Vous dites qu'il y a urgence d'avoir une certaine éducation par rapport à ça. Lorsque vous parlez de l'éducation, à quoi faites-vous référence? À quel niveau avons-nous besoin d'éduquer les gens? Au niveau des gestionnaires de la chose publique, ou c'est au niveau du secteur privé, ou c'est au niveau de la base? Je parle du citoyen lambda. Oui, d'abord, moi je commence par le citoyen rwandais. Dès l'école primaire, dès le bas âge, on doit apprendre aux enfants des valeurs fondamentales qui forment l'homme, qui fait de l'homme un homme intègre, conscient et responsable. Mais sinon, dans d'autres secteurs aussi, comme vous venez de le dire, les gestionnaires de la chose publique, cela va de soi, parce que on trouve ça laisse beaucoup à désirer. Le secteur privé, qui occupe aujourd'hui la première place, ne devrait pas croiser les bras et penser que c'est une affaire du gouvernement. Non, c'est pas ça, parce que le secteur public, du moins le secteur public, a des lois claires, des politiques claires, mais dans le secteur privé, chacun fait comme il l'entend. Si vous saviez, dans le recrutement du personnel, c'est là où on a trouvé beaucoup de cas de harcèlement sexuel que nous appelons les violences basées sur la corruption. En anglais, nous disons gender-based violence. C'est-à-dire que, en fait, tout le monde est interpellé. Madame Marie-Immaculée, merci beaucoup pour votre temps et surtout pour cet éclairage par rapport à la question de la corruption au Rwanda et surtout des efforts fournis pour venir à bout de la corruption. On va continuer avec la présidente de la Chambre, la Chambre des députés, Madame Mukabalisa Donatille, qui a procédé donc ce jeudi à l'ouverture officielle des travaux de la 4e session plénière du Forum des parlementaires de l'Afrique de l'Est, œuvrant pour le développement de l'agriculture, la lutte contre la malnutrition. L'honorable Mukabalisa a fait savoir que l'Afrique n'est pas un continent maudit, mais plutôt un continent doté des moyens lui permettant de se développer et d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, mais à condition que tous les pays soient unis et qu'ils partagent des connaissances et les expériences et les opportunités présentes dans chaque pays pour l'intérêt majeur des populations du continent. Ici, dans nos studios de RBA, nous sommes avec le coordinateur de la FAO pour les réseaux parlementaires, le docteur Jean-Léonard Touadi, qui indique qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue dans nos studios. Bonsoir et merci pour votre invitation. Docteur, alors il faut dire que la question de la famine n'est pas une question étrangère au continent africain. Des années passent, d'autres reviennent. On reste toujours sur la même problématique. On doit résumer que les efforts fournis au cours de toutes ces années sont tombés en vain? Non, on ne peut pas dire ça en fait. La question de la faim et de la malnutrition
comme vous le savez, est une question mondiale. C'est un des défis globaux. Et l'Afrique, malheureusement, dans ce panorama, a une situation tout à fait particulière de vulnérabilité. Elle est vulnérable dans sa partie occidentale, donc toute la zone du Sahel, menacée par la sécheresse et l'avancée du désert. Elle est vulnérable dans sa partie orientale, donc toute la corne de l'Afrique en descendant jusqu'au Kenya, par exemple. Mais en général, c'est tout le continent africain qui est placé au rouge en ce qui concerne les indicateurs de la faim et de la malnutrition. Est-ce qu'il n'y a vraiment rien à faire par rapport à cette situation? Je dirais non. Il y a eu des avancées. Jusqu'en 2015-2016, les chiffres de l'amélioration de la condition et de la situation de la sécurité alimentaire dans le monde et en Afrique étaient en train de s'améliorer. Il y a eu trois facteurs qui ont malheureusement inversé la tendance dans notre continent. Le facteur des conflits, le facteur des changements climatiques, et vous pouvez vous imaginer ce qui s'est passé avec le Covid-19 et aujourd'hui la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui ont ultérieurement contribué à vulnérabiliser la situation du continent. Docteur, les rapports ici indiquent que plus de 118 millions de personnes restent sous-alimentées dans la sous-région. C'est quand même des chiffres qui sont très alarmants pour ce qui est de la sous-région. Les chiffres sont évidemment alarmants. Cette sous-région de notre continent, comme vous le savez, a été aussi traversée par des éléments climatiques extrêmes à partir de la sécheresse, mais aussi à partir des inondations qui ont contribué ultérieurement à vulnérabiliser certains pays. Donc il y a des causes structurelles et des causes contingentes. Nous sommes prêts, nous avons à mon avis les ressources pour pouvoir faire face à la contingence à travers des aides d'émergence, mais je crois que nous sommes en mesure, comme continent africain et comme région est-africaine, nous sommes en mesure de mettre en place un certain nombre de ressources et de stratégies qui vont de quelque façon contribuer à asseoir notre population dans une situation plus confortable par rapport à la sécurité alimentaire et la nutrition. Il y a des efforts fournis par les États au niveau de l'Afrique de l'Est, mais également les travaux abattus en commun, en concours avec d'autres partenaires. Est-ce qu'aujourd'hui, la question de la sécurité alimentaire, ça reste une priorité pour les partenaires, qui sont les États dans la région? Voilà, c'est une question fondamentale à mon avis. Quand nous parlons de nourriture, quand nous parlons de s'alimenter, nous parlons du premier de tous les droits, c'est-à-dire le droit à la vie. Donc nous sommes là vraiment dans les fondements de la survie humaine. Et si nous transmettons ça au niveau politique, on dit en langue anglaise que « basic needs are basic rights ». Les besoins fondamentaux sont des droits fondamentaux. Nous pensons qu'on ne peut pas parler de démocratie, de processus de démocratisation, sans qu'il y ait une lutte très acharnée contre les inégalités, une lutte très acharnée contre le non-accès à la sécurité alimentaire de nombreuses populations. Cela étant dit, le monde et tous les partenaires, et c'est ce que la FAO a compris, à mon avis, que les gouvernements tout seuls ne peuvent pas résoudre la question. C'est à cause de ça qu'il faut une logique qui puisse entraîner autour de la table, j'allais dire autour de la houe, pour pouvoir cultiver tous les stakeholders, tous les acteurs, publics et privés, les organisations gouvernementales, mais surtout aussi les citoyens à travers leurs initiatives.
Il y a quelques années, on parlait de la faim et la malnutrition, mais aujourd'hui, il y a un autre facteur qui s'est ajouté malheureusement déjà à l'ensemble de ces problèmes, c'est qui est donc le réchauffement climatique, qui malheureusement porte un coup dur à cette situation déjà alarmante. Est-ce que l'Afrique, particulièrement la sous-région, selon votre observation et vos recherches, est-ce qu'aujourd'hui nous nous adaptons par exemple aux nouvelles cultures ou à l'agriculture moderne qui puisse être à la hauteur des défis aujourd'hui? Vous posez là une question fascinante aussi, du point de vue de la recherche de ces solutions. Le monde a approuvé il y a quelques années déjà les objectifs de développement durable qui ont été signés par tous les gouvernements du monde, y compris les gouvernements africains, qui fixent des objectifs. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Nous devons comprendre que l'économie est un système ouvert qui a une capacité incroyable de produire des biens et des services de façon illimitée. Nous avions oublié quelque part que ce système ouvert travaille sur un système clos qui est le système de ressources naturelles. Donc nous devons aller vers des modèles économiques soutenables. Qu'est-ce que ça veut dire soutenable? Ça veut dire des modèles économiques qui soient inclusifs, donc qui luttent contre les inégalités, des modèles économiques qui contribuent à la préservation de l'environnement et des modèles économiques qui respectent les droits humains. Et donc, autour des objectifs durables, qui ne sont pas des objectifs pour les pays pauvres, mais qui sont des objectifs pour tous les pays du monde, n'oublions pas que l'Afrique, avec 17% de la population, ne contribue que pour 4% de la pollution mondiale. Et pourtant, elle subit les effets les plus néfastes, les plus dramatiques du changement climatique. C'est à cause de ça que nous pensons que notre continent peut véritablement devenir le continent de la soutenabilité du développement, d'un nouveau paradigme de la production et de la reproduction des richesses. Alors, peut-être pour terminer, il y a le continent africain qui a ses objectifs, il y a l'Afrique qui a ses objectifs, mais on parle de l'Afrique aujourd'hui et la majorité des pays africains qui sont constitués des jeunes aujourd'hui, et des jeunes qui, malheureusement, c'est vrai, représentent plus de 60% de la population africaine, mais est-ce que c'est une jeunesse aussi portée ou qui comprend l'intérêt pour ce qui est par exemple de l'agriculture et de toutes les opportunités qu'elle puisse représenter pour cette jeunesse et pour le continent de manière globale? Je suis très heureux de répondre à cette question et de le faire ici au Rwanda. Parce qu'à mon avis, le gouvernement du Rwanda a fait des options, a fait des choix qui vont dans cette direction-là. Il y a quelques années, le gouvernement du Rwanda a organisé, en collaboration avec les Nations Unies et d'autres organismes, un colloque international sur ce lien entre la jeunesse et l'agriculture. À mon avis, c'est un lien stratégique. Et le Rwanda étant un des premiers pays qui a atteint les objectifs de Malabo, à savoir investir 10% de son budget à l'agriculture. Ce que le Rwanda a compris, je crois d'autres pays peuvent le comprendre, qu'investir dans l'agriculture, ce n'est pas seulement un coût, mais c'est un investissement dans le futur. L'Afrique est en train de devenir une Afrique urbaine. Nous devons faire de façon que nos jeunes puissent retourner à la terre. Nous devons faire de façon que l'Afrique cesse d'être ce continent avec 600 millions d'hectares de terres arables, 600 millions de terres arables, qui sont donc une grande ressource, et cette ressource doit être mise à la disposition de nos jeunes. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces explications. Je rappelle que vous êtes le docteur Jean-Léonard Touadi. Vous êtes donc le coordinateur de la FAO pour ce qui est des réseaux parlementaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation. Voilà, chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision rwandaise, merci d'avoir été des nôtres. Et peut-être pour terminer ce journal, je vous rappelle que le président de la République, Paul Kagame, estime que la crise climatique est une menace pour le développement de l'Afrique, mais que cela ne doit pas susciter de désespoir. Et puis la présidente de la Chambre des députés a
ouvert aujourd'hui la 4e session plénière du Forum des parlementaires des pays de l'Afrique de l'Est sur la question de l'agriculture et la lutte contre la malnutrition. Et puis enfin, la Commission des affaires sociales et droits de l'homme au Sénat a reçu aujourd'hui le ministère de l'administration locale sur la question des enfants du programme de 12 ans qui ne cessent d'abandonner le banc de l'école. À toutes et à tous et surtout merci d'être fidèles à nos programmes et surtout merci à toutes les équipes au niveau de la régie. Moi je m'appelle Eddy Sabiti, j'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. En attendant, restez bien fidèles à nos programmes. Au revoir.